Fais tes valises, tu fais honte à cette famille, a annoncé mon père au dîner de Noël. Mon frère a ri. J'ai dit, d'accord, et je suis parti sans discuter. Il ne savait pas que je possède l'immeuble où est situé le cabinet d'avocat de mon père. Le lundi à 9 h, leur avis de résiliation de bail est arrivé. Je m'appelle Elisabeth Lawson. J'ai 29 ans et je vis en ville. Les verres en cristal sur la table à manger étincelaient sous le lustre, mais l'ambiance dans la pièce était d'une noirceur absolue. J'étais assise là, les mains jointes fermement sur mes genoux, pendant que ma famille me détruisait pièce par pièce. C'était censé être une célébration, mais cela ressemblait à une exécution. Mon père m'a traité d'embarras. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord, sirotant son vin coûteux. Mon frère Marcus a ri et s'est moqué de ma petite carrière. J'ai tout encaissé en silence, comme je l'avais toujours fait. Puis est venu le coup de grâce. Mon père a pointé un doigt vers moi par-dessus la dinde rôtie. Son visage était rouge d'impatience. « Fais tes valises, Elisabeth » a-t-il dit assez fort pour faire trembler les couverts. C'est le dernier Noël où tu es invité jusqu'à ce que tu reprennes ta vie en main. Nous en avons assez de gérer un échec. La pièce est devenue silencieuse. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce que je supplie pour obtenir une autre chance. Mais je ne me sentais plus triste. J'ai ressenti une clarté froide et dure. Je me suis levé lentement. Je n'ai pas crié. J'ai juste pris mon sac à main. Joyeux Noël, ai-je dit. Je suis sorti par la porte d'entrée, dans la neige. Ils pensaient couper une branche morte. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de déclarer la guerre à leur propriétaire. Mon père m'a dit de quitter sa maison, mais il a oublié une chose très importante. Je possède l'immeuble que son cabinet d'avocat loue. Et j'étais sur le point de lui rappeler exactement qui je suis. Mais avant que je vous raconte comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous, laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Je m'appelle Elisabeth Lawson. J'ai 29 ans. Je me suis éloigné de la maison de mes parents en voiture, le chauffage tournant à plein régime. Mes mains tremblaient sur le volant, mais mes yeux étaient secs. On pourrait penser que je tremblais de tristesse, mais ce n'était pas le cas. C'était de l'adrénaline. C'était la réaction physique à 29 ans passée à retenir mon souffle. Pour comprendre pourquoi quitter ce dîner de Noël était si important, il faut comprendre les 29 années qui l'ont précédé. Il faut comprendre ce que c'est que de grandir dans une maison où l'amour est une ressource limitée et où il a déjà été attribué à quelqu'un d'autre. Mon frère Marcus a 2 ans de plus que moi. Dès sa naissance, il a été le soleil dans le système solaire de mes parents. Je n'étais qu'un astéroïde perdu flottant dans le noir glacial, se cognant de temps en temps contre des choses. Cela a commencé petit. Quand nous étions enfants, si Marcus dessinait un dessin, il allait sur le frigo avec un aimant doré. Si je faisais un dessin, ma mère disait, « C'est gentil, Elisabeth, mais ne laisse pas tes crayons sur la table. » Quand Marcus a appris à faire du vélo, mon père a couru derrière lui pendant des heures, l'encourageant, filmant chaque vacillement avec son caméscope. Quand j'ai appris, je suis tombé dans un rosier et je me suis écorché le visage. Je suis entré en pleurant, en saignant, et mon père a levé les yeux de son journal et a dit, « Elisabeth, arrête de pleurer. Tu es dramatique. Va mettre un pansement. » C'était le mot qui définissait mon enfance. Dramatique. Si j'étais triste, j'étais dramatique. Si j'étais fier d'une note d'examen, je me vantais. Si j'étais calme, j'étais maussade. Il n'y avait aucun moyen de gagner. À l'époque où nous sommes arrivés au lycée, le fossé entre nous était un canyon. Marcus était le garçon en or. Il était le quarterback de l'équipe de football américain. Il était le délégué de classe. Il était charmant, beau, et savait exactement comment parler aux adultes pour leur faire croire qu'il était un génie. J'étais différente. J'étais calme. J'aimais les chiffres. J'aimais la logique. Je n'avais pas une centaine d'amis. J'en avais 3 proches. Je ne faisais pas de sport. J'ai rejoint le club d'investissement. Mes parents ne me comprenaient pas, alors ils ont décidé que j'avais un défaut. Je me souviens du jour où les lettres d'admission à l'université sont arrivées. C'était un mardi d'avril. Le courrier est passé par la fente de la porte. Marcus avait postulé à Harvard.
C'était la seule école qui importait à mon père. C'était son alma mater. L'héritage devait se perpétuer. J'ai ramassé la grande enveloppe pour Marcus. Harvard. Il a été admis. J'avais aussi ma propre lettre en main. J'avais postulé à l'université d'État pour leur programme de commerce. Ce n'était pas l'Ivy League, mais c'était l'un des meilleurs programmes immobiliers du pays. J'avais été admise avec une bourse d'études complète au mérite. J'ai posé les 2 lettres sur la table de la cuisine et j'ai attendu. Quand mes parents sont rentrés, la célébration pour Marcus a été assourdissante. Mon père a débouché une bouteille de champagne bien que ce fût un mardi. Ma mère pleurait des larmes de joie. Ils ont appelé grand-mère. Ils ont appelé les voisins. Ils parlaient de la façon dont le nom de famille était sauf. Un avocat, rayonnait mon père, tapotant le dos de Marcus. Un autre Lawson à la faculté de droit de Harvard. C'est le jour le plus fier de ma vie. J'étais assise là, souriante, attendant une pause. Enfin, lors d'un moment de calme dans le brouhaha, j'ai poussé ma lettre en avant. J'ai été admise moi aussi, ai-je dit doucement. À l'université d'État. Bourse complète. Mon père a regardé la lettre comme si c'était une facture qu'il ne voulait pas payer. L'État, a-t-il dit, son sourire s'effaçant. Eh bien, c'est pratique. C'est bien pour toi, Elisabeth. Au moins, nous n'aurons pas à payer pour cela. C'était tout. Pas de champagne. Pas d'appel aux voisins. Juste, pratique. Le message était clair. Marcus était destiné à la grandeur. J'étais destiné à être moyenne. Ils l'ont préparé. Chaque conversation au dîner portait sur son avenir. Il parlait du cabinet d'avocats que mon père avait créé, Lawson & Associates. Il parlait des juges qu'il devait impressionner. Il parlait de l'adhésion au country club dont Marcus hériterait. J'étais là physiquement, mais j'étais invisible. Je me souviens d'une nuit spécifique pendant ma dernière année d'université. Je venais de remporter un concours national de stratégie d'entreprise. Mon équipe avait battu des équipes de Yale et de Stanford. J'étais la chef d'équipe. C'était un événement majeur. Je suis rentré à la maison pour le week-end, mourant d'envie de le leur dire. Nous nous sommes assis pour dîner. Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche, ma mère s'est tournée vers Marcus. Marcus, raconte à ton père l'histoire de la fille que tu as rencontrée à la soirée. Et pendant 45 minutes, nous avons écouté Marcus parler d'une fille nommée Courtney dont le père était sénateur. Mes parents buvaient ses paroles. Quand le dessert est arrivé, j'ai enfin essayé. J'ai gagné le concours national de stratégie d'entreprise hier, ai-je dit. Ma mère m'a regardé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. C'est bien, ma chérie. Est-ce que tu as eu un trophée? Oui, et un prix en argent. Et Marcus, a interrompu mon père, se retournant vers mon frère. Assure-toi d'envoyer des fleurs à Courtney. Le sénateur est un homme très puissant. Nous devons penser à ton réseau. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. L'excitation dans ma poitrine s'est éteinte, remplacée par cette lourdeur glaciale familière. Ce n'était pas seulement qu'ils s'en fichaient. C'était qu'ils ne me voyaient pas. Ils avaient un récit bien précis en tête. Dans leur histoire, Marcus était la star et j'étais le personnage secondaire qui devait s'effacer. J'ai arrêté d'essayer de les impressionner cette nuit-là. J'ai réalisé que peu importe ce que je ferais, je ne serais jamais assez bien. Si je guérissais le cancer, ils me demanderaient pourquoi je ne l'avais pas fait à Harvard. Si je devenais présidente, ils critiqueraient ma tenue lors de l'investiture. Alors, j'ai fait un choix discret et dangereux. J'ai décidé d'arrêter de partager ma vie avec eux. S'ils me croyaient insignifiante, je les laisserais le croire. S'ils pensaient que j'avais du mal à m'en sortir, je les laisserais le penser. Je construirais ma vie dans l'ombre, là où ils ne pourraient pas la critiquer. J'ai obtenu mon diplôme en étant major de ma promotion. Ils ne sont pas venus à la cérémonie parce que Marcus avait eu un léger accident d'aviron et s'était blessé au poignet. Ils sont restés avec lui. J'ai traversé la Seine seul pour recevoir mon diplôme. J'ai commencé à travailler immédiatement. Je n'ai pas accepté les emplois subalternes et sans risque qu'ils me suggéraient. Je me suis lancé dans l'immobilier commercial. J'ai pris des risques. Je travaillais 18 heures par jour.
Mais quand je rentrais chez eux pour les vacances, je portais des vêtements simples. Je conduisais une Honda Civic d'occasion que je gardais spécifiquement pour leur rendre visite. Je leur disais que j'étais consultante et restais vague sur les détails. Ils hochaient la tête avec pitié. C'est un marché difficile, disait mon père, en me glissant un billet de $100 comme si j'étais une adolescente. Ne t'inquiète pas, Elisabeth. Peut-être que tu rencontreras bientôt un gentil avocat qui pourra s'occuper de toi. Je prenais les $100. Je disais merci. Et puis je retournais en ville en voiture, je déposais l'argent sur un compte caritatif, et je me remettais à bâtir mon empire. Ils avaient créé un fantôme. Ils avaient créé un échec. Et pendant des années, j'ai joué ce rôle à la perfection. Jusqu'à ce soir. Ce soir, le fantôme a décidé de parler. Pour comprendre pourquoi ma famille ne pouvait pas voir ma réussite, il faut comprendre leur définition de ce mot. Pour les Lawson, le succès n'était pas une question d'argent. Enfin, si, mais il fallait que ce soit le bon type d'argent. De l'argent ancien, de l'argent de prestige. Le succès signifiait un diplôme de doctorat en droit sur le mur. Cela signifiait être associé dans un cabinet. Cela signifiait porter des costumes qui coûtaient plus cher que la voiture de la plupart des gens et boire du scotch au goût de fumée et de cuir. Cela signifiait appartenir au Oakwood Country Club et jouer au golf avec des juges le samedi matin. Si l'on ne correspondait pas à ce moule, on n'existait pas. Mon père, Richard Lawson, était un homme obsédé par l'image. Il avait bâti son cabinet d'avocats, Lawson & Associates, à partir de rien. C'était un requin dans la salle d'audience et un snob dans le salon. Il croyait que le monde était divisé en deux groupes, ceux qui faisaient les règles et ceux qui les suivaient. Il avait élevé Marcus pour qu'il soit un faiseur de règles. Il m'avait élevé pour être. Eh bien, il ne m'avait pas vraiment élevé pour être quoi que ce soit. Il s'attendait juste à ce que je trouve un mari faiseur de règles. La hiérarchie dans notre famille était rigide. Elle était gravée dans le marbre. Niveau 1, le patriarche, mon père, la source de tout argent et de toute approbation. Niveau 2, l'héritier, Marcus, l'avenir du cabinet, le fils prodigue. Niveau 3, l'épouse, ma mère. Son travail consistait à être belle, à organiser des réceptions et à être d'accord avec mon père. Niveau 4, la déception, moi. Cette hiérarchie était renforcée à chaque réunion de famille. Ce n'était pas subtil, c'était brutal. Laissez-moi vous parler de Thanksgiving. Tout juste un mois avant le désastre de Noël. Je suis arrivé à la maison vêtu d'un simple pull gris et d'un jean. J'ai garé ma vieille Honda dans l'allée derrière la Porsche flambant neuve de Marcus. Le contraste était intentionnel de ma part, mais pour eux, c'était juste la preuve de mon échec. Je suis entré dans la cuisine. Ma mère arrangeait des fleurs. Elle n'a pas levé les yeux. « Elisabeth, tu es en retard » a-t-elle dit. « J'ai 5 minutes d'avance, maman. » « Eh bien, les traiteurs sont déjà là. Peux-tu éviter d'être dans leurs pattes ? Va dresser la table. » Je suis allé dans la salle à manger. Marcus était là, en train de se servir à boire. Il portait un costume, bien sûr. Il portait toujours un costume, même les week-ends. Il m'a toisé de la tête aux pieds et a ricané. « Salut, Lise, tu conduis toujours cette épave. Elle m'emmène d'un point A à un point B, ai-je dit en prenant une pile de serviettes. Papa disait qu'il a peur que le pare-choc ne tombe dans l'allée. C'est mauvais pour la valeur de la propriété, Harry Marcus. Il a bu une gorgée de son verre. Alors, comment se passe le ? Qu'est-ce que tu fais déjà, au juste ? Il a fait des guillemets avec ses doigts en disant le mot « consulting ». Ça se passe bien, ai-je dit d'une voix égale. Les affaires sont stables. Stable, a-t-il ricané. C'est le code pour je paie à peine mon loyer, n'est-ce pas ? Écoute, Lise, si tu as besoin d'un prêt, demande. C'est pathétique de te voir prétendre que tout va bien. Je vais bien, Marcus. Bien sûr, si tu le dis. Le dîner a été pire. Mon père était assis en bout de table. Marcus était assis à sa droite, ma mère à sa gauche. J'étais placé au bout, à côté de la porte de la cuisine. La conversation a tourné uniquement autour du cabinet. Nous avons décroché le contrat Henderson, a annoncé mon père en découpant la dinde.
Marcus a fait le plus gros du travail sur le dossier. Un travail brillant, mon fils. Ce n'était rien, a dit Marcus en feignant la modestie. J'ai juste appliqué les précédents que tu m'as appris, papa. N'importe quoi. Tu as l'instinct. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Les yeux de mon père se sont tournés vers moi pendant une seconde quand il a dit « on ne l'a pas ». Alors, Elisabeth, a lancé ma mère, essayant de faire son devoir en m'incluant. Est-ce que tu vois quelqu'un? J'ai vu que le fils Miller est de nouveau célibataire. Il est dermatologue. Non, maman. Je me concentre sur ma carrière. Mon père a poussé un grand soupir méprisant. Une carrière, a-t-il marmonné. Elisabeth, classer des papiers pour quelques petites entreprises n'est pas une carrière. Écoute, c'est un passe-temps. Une carrière bâtit un héritage. Une carrière impose le respect. Mon travail est important pour moi, ai-je dit en serrant ma fourchette plus fort. Mais est-il important pour quelqu'un d'autre, a-t-il demandé. C'était une question cruelle. Est-ce que quelqu'un connaît ton nom, Elisabeth? Si tu arrêtais de travailler demain, est-ce que la ville le remarquerait? J'ai mordu ma langue. Oui, voulais-je hurler. La ville le remarquerait parce que je possède 3 pâtés de maison. La ville le remarquerait parce que je viens d'approuver le zonage pour la nouvelle aile de l'hôpital. La ville le remarquerait parce que j'emploie 400 personnes. Mais je n'ai rien dit. Je veux juste que tu sois réaliste, a poursuivi mon père en versant du vin. Tu as presque 30 ans. Tu vis dans un minuscule appartement. Tu conduis une voiture dangereuse. Tu n'as pas de mari. Tu n'as aucune perspective d'avenir. Nous nous inquiétons pour toi. C'est embarrassant pour nous de devoir expliquer ta situation à nos amis. Embarrassant, ai-je répété. Oui, les gens demandent ce que tu fais et nous devons changer de sujet. Marcus devient associé l'année prochaine. Ça, c'est un gros titre. Toi, tu es une note de bas de page. Ma mère a tendu la main et a tapoté la mienne. C'était condescendant, pas réconfortant. Nous voulons juste que tu sois heureuse, ma chérie. Et nous savons que tu ne peux pas être heureuse en vivant ainsi. Il le croyait vraiment. Il croyait que j'étais misérable. Il croyait que j'étais pauvre. Il croyait que je n'étais rien sans leur approbation. Pour eux, j'étais un fardeau. J'étais le seul défaut dans le portrait parfait de la famille Lawson. Ils avaient besoin que je sois l'échec. Cela mettait Marcus en valeur. Si je réussissais, cela les déstabiliserait. Cela briserait leur vision du monde. Si la fille calme et sans ambition était en réalité puissante, alors tout leur système de jugement était faux. Et Richard Lawson n'avait jamais tort. Alors ils m'ont gardé dans une case. Ils se moquaient de mes vêtements, qui étaient pourtant en cachemire de haute qualité, mais simplement sans logo visible. Ils se moquaient de mon silence, qui était de l'observation et non de la bêtise. Ils se moquaient de ma vie. Je suis restée assise là, à Thanksgiving, à manger de la dinde sèche en les écoutant planifier leur fête de Noël. Nous devons inviter les juges, a dit Marcus, et les associés. Bien sûr, a dit mon père. Ce sera la célébration de la meilleure année de l'histoire du cabinet. Lawson & Associates est intouchable. J'ai baissé les yeux vers mon assiette et j'ai esquissé un tout petit sourire secret. Intouchable, ai-je pensé. Papa, tu ne sais même pas qui signe ton bail. C'est à ce moment-là que j'ai su que le secret ne pourrait pas durer éternellement. La pression montait. Leur arrogance devenait trop lourde à supporter. J'ai quitté Thanksgiving plus tôt. Je leur ai dit que j'avais mal à la tête. Probablement à cause du stress d'être fauché, a chuchoté Marcus alors que je sortais. Je suis monté dans ma Honda, j'ai conduit 3 pâtés de maison et je me suis arrêté dans une station-service. Je suis resté assise là un moment pour respirer. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié mon solde bancaire. Voir les chiffres m'a calmé. Ce n'était pas pour l'argent en lui-même. C'était pour la liberté. La liberté de pouvoir partir. La liberté de savoir qu'il se trompait. Je ne savais pas encore que Noël serait la fin. Étrangement, en y repensant, la mèche était déjà allumée. Il n'avait juste pas entendu le grésillement. Après que mon père m'a dit de faire mes valises à Noël, je ne suis pas allé pleurer chez une amie.
Je ne suis pas allé dans un motel bon marché. Je suis monté dans ma voiture, la honteuse Honda Civic, et j'ai roulé 8 km jusqu'à un garage privé dans le centre-ville. J'ai garé la Honda à sa place, je l'ai recouverte d'une bâche, et j'ai fait 3 mètres vers mon autre voiture. Une Aston Martin DB11 argentée. J'ai jeté mon sac sur le siège passager, je me suis glissé derrière le volant en cuir et j'ai démarré le moteur. Le vrombissement du moteur ressemblait à une conversation que la Honda n'aurait jamais pu tenir. C'était moi. C'était la vraie Elisabeth. Je suis sorti du garage et me suis dirigé vers le quartier des gratte-ciel. Mes parents pensaient que j'habitais dans un studio dans un quartier délabré appelé The Heights. J'y louais effectivement un appartement. Cela me coûtait 9 cents par mois. Je le gardais vide, à l'exception d'un futon et de quelques meubles de brocante, juste au cas où ils insisteraient pour me rendre visite. Ils sont venus une fois, il y a 3 ans. Ils ont regardé autour d'eux avec dégoût, sont restés assis 10 minutes sur le bord du futon et sont partis. Ils ne sont jamais revenus. C'était les meilleurs 900 $ par mois que j'ai jamais dépensés. Mais ce n'était pas ma maison. J'ai roulé vers la Spear Tower. C'est le plus haut immeuble résidentiel de la ville. Je me suis garé dans l'entrée souterraine privée. Le voiturier m'a salué d'un signe de tête, « Bonsoir, mademoiselle Lawson ». Et j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage, le Penthouse. Je suis entré et les lumières se sont automatiquement ajustées sur un ton chaleureux et accueillant. Ma maison est un espace de 370 mètres carrés de verre, d'acier et de marbre blanc. Les baies vitrées du sol au plafond offrent une vue à 360 degrés sur la ville. Je peux tout voir d'ici, les lumières scintillantes des ponts, la courbe sombre du fleuve et les gratte-ciel regroupés du quartier financier. J'ai enlevé mes chaussures, des ballerines bon marché que je portais pour ma mère, et j'ai marché pieds nus sur le sol chauffant vers la cave à vin. Je n'ai pas pris le vin bon marché de supermarché que j'apportais au dîner de famille. J'ai sorti une bouteille de Cabernet Sauvignon 2015 d'une valeur de 800 $. J'ai versé un verre, j'ai bu une longue gorgée et j'ai senti le nœud dans ma poitrine commencer à se desserrer. Je me suis dirigé vers mon bureau. C'est une pièce pour laquelle mon père aurait tué. Un immense bureau en acajou, 3 écrans et un mur couvert de récompenses, de véritables distinctions décernées par des leaders du secteur qui me respectaient. Je m'y suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. C'était mon secret. C'était l'empire que la petite souris avait bâti. Pendant que Marcus faisait la fête à la faculté de droit, je passais mon MBA et travaillais comme analyste. Je voyais des opportunités là où les autres voyaient des risques. J'ai vécu de nouilles instantanées pendant 4 ans, économisant le moindre centime, et j'ai acheté un entrepôt en difficulté. Je l'ai rénové, je l'ai loué à une start-up technologique et je l'ai revendu pour le triple du prix. Je n'achetais pas de chaussures, j'achetais des duplex. Je ne partais pas en vacances, j'achetais des centres commerciaux. Je ne sortais pas avec des hommes, j'achetais des complexes d'appartements. J'ai créé une holding, Sterling Property Management. Pour le reste du monde, Sterling était une corporation puissante et anonyme. Pour moi, ce n'était qu'un tableau de bord sur mon écran. J'ai cliqué sur l'onglet de synthèse du portefeuille. Actifs totaux sous gestion, 340 millions $. Propriétés détenues, 47. Taux d'occupation commerciale, 98%. J'ai fait défiler la liste des propriétés. Je possède le centre commercial sur la 5e rue. Je possède la plateforme logistique près de l'aéroport. Je possède les appartements de luxe au bord de l'eau. Mais il y avait une propriété qui comptait plus que toutes les autres réunies. L'actif numéro 12, le Sterling Center. C'était un immeuble de bureaux de classe à de 20 étages au cœur du quartier juridique. C'était prestigieux. C'était cher. C'était le genre d'adresse qui respirait le pouvoir. Je l'ai acheté il y a 5 ans. C'était une acquisition au style d'une fiducie de placement immobilier en faillite. Je l'ai racheté discrètement. Et le locataire principal qui occupait les 3 derniers étages était Lawson & Associates, le cabinet de mon père. Quand j'ai acheté l'immeuble, j'ai vu son nom sur le registre des loyers. Je me souviens m'être figé. J'ai failli revendre l'immeuble immédiatement, puis je me suis dit, non, ce sont les affaires. J'ai donné instruction à mes gestionnaires immobiliers de ne jamais révéler l'identité du propriétaire. Ils devaient tout traiter via l'entité Sterling Property Management. Tous les emails, tous les avis,
toutes les négociations de bail passaient par mon équipe. Mon père ne s'est jamais demandé qui possédait Sterling. Il était trop arrogant. Il supposait que c'était un groupe d'investissement étranger ou un conglomérat de New York. Il s'en moquait, tant que le hall était propre et que les ascenseurs fonctionnaient. Pendant 5 ans, j'avais été son propriétaire. Chaque mois, il payait son loyer à la fille qu'il qualifiait d'échec. Chaque fois qu'il se plaignait de la climatisation, il se plaignait auprès de moi. Chaque fois qu'il entrait dans cet immeuble, il marchait sur mon sol. J'ai regardé l'écran. J'ai cliqué sur le dossier de Lawson & Associates. Je les avais protégés au fil des ans. Quand ils étaient en retard sur le loyer parce qu'un client n'avait pas payé, je disais à mon équipe d'annuler les pénalités de retard. Quand ils voulaient rénover la salle de conférence sans les permis requis, je fermais les yeux. Je l'avais fait parce que je voulais encore son amour. Je me disais, je l'aide. Je suis une bonne fille, même s'il ne le sait pas, mais ce soir avait tout changé. Fais tes valises. C'est le dernier Noël où tu es invité. Les mots résonnaient dans le pantouse vide. J'ai bu une autre gorgée de vin. La tristesse s'était envolée. Elle était remplacée par la logique froide et implacable d'une femme d'affaires qui venait d'être insultée par un locataire. Mon père adorait les règles. Très bien, regardons les règles. J'ai ouvert le dossier intitulé « Infraction au bail, Lawson & Associates ». Il était plein. La plupart des propriétaires ne tiennent pas un dossier détaillé de chaque erreur commise par leur locataire. Ils veulent simplement le chèque de loyer, mais je suis méticuleuse. Je garde des traces de tout. Et Lawson & Associates étaient d'épouvantables locataires. Ils étaient arrogants. Ils traitaient le personnel de l'immeuble comme des domestiques. Ils ignoraient les règlements parce qu'ils se croyaient trop importants pour s'y plier. J'ai fait défiler la liste des infractions documentées enregistrées dans le fichier numérique. Infraction numéro 1, utilisation non autorisée des parties communes. Mon père aimait fumer le cigare. L'immeuble est à 100% non-fumeur. Il le faisait quand même. Il se tenait sur le balcon du 20e étage, une zone commune, et fumait ses cigares cubains. La sécurité lui avait demandé d'arrêter à 5 reprises. Il avait répondu au vigile, « Savez-vous qui je suis ? C'est moi qui paie votre salaire. » Statut, avertissement émis. Ignoré. Infraction numéro 2, plainte pour tapage. Marcus restait souvent tard. Il aimait mettre la musique à fond pendant qu'il travaillait ou organisait des célébrations avec des clients qui se transformaient en soirées étudiantes de confrérie dans la salle de conférence. Le cabinet d'expertise comptable de l'étage inférieur avait déposé 12 plaintes officielles l'année dernière. Statut, amendes émises. Non payé. Infraction numéro 3, modification non autorisée. Ils avaient abattu un mur porteur pour agrandir le bureau de Marcus sans obtenir l'approbation de l'ingénieur du bâtiment. C'était un risque pour la sécurité. Statut, action en justice en attente. Infraction numéro 4, retard de paiement. C'était celle que mon père nierait jusqu'à son dernier souffle. Mais les registres ne mentaient pas. Ils étaient constamment en retard. Pas de beaucoup, peut-être de 5 ou 10 jours, mais dans l'immobilier commercial, c'est une rupture de contrat. J'avais toujours annulé la pénalité. J'ai regardé la liste. N'importe laquelle de ces infractions justifiait un avertissement. Toutes réunies, c'était une rupture de contrat caractérisée. Je me suis adossé à ma chaise. Les lumières de la ville se reflétaient sur la vitre. S'il s'était agi de n'importe quel autre locataire, je l'aurais expulsé depuis 2 ans. Je les avais gardés par lien du sang. Je les avais gardés parce que j'étais faible. Mais je n'étais plus faible. Mon père l'avait dit clairement, je ne faisais pas partie de la famille. J'étais une étrangère. Il m'avait jeté de chez lui. Alors pourquoi devrait-il rester chez moi ? Je ne faisais pas cela par rancune. C'est ce que je me disais. Ce n'était pas un caprice. C'était des affaires. C'était un mauvais locataire. Il représentait un risque pour l'immeuble. Et il venait tout juste de rompre la relation personnelle qui le protégeait. J'ai ouvert un nouveau document. Je n'avais pas besoin d'un avocat pour rédiger cela. Je connaissais le bail mieux que personne. Je l'ai écrit à l'attention de Richard Lawson, associé gérant de Lawson & Associates, de la part de Sterling Property Management.
Objet, avis de résiliation de bail. Mes doigts volaient sur le clavier. Le langage était standard, froid, professionnel. Conformément à la section 14B du contrat de bail commercial daté du 12 août 2019, le bailleur Sterling Property Management exerce par la présente son droit de résilier le bail en raison de manquements graves, répétés et non résolus. J'ai énuméré les infractions, le tabac, le bruit, les dommages structurels, les arriérés de paiement. Vous êtes par la présente requis de libérer les locaux connus sous le nom de Bureau 2000, Sterling Center, dans un délai de 90 jours à compter de la date du présent avis. 90 jours. C'était rapide. Dans le monde commercial, déménager un cabinet d'avocats en 90 jours est un cauchemar. Ils ont des dossiers, des serveurs, des meubles, des rendez-vous clients. Ce serait le chaos. Cela leur coûterait une fortune. J'ai fait une pause au bas du courriel. Habituellement, ces avis sont signés par la gestion. J'ai fixé le curseur clignotant. Devais-je lui dire? Devais-je signer de mon nom? Non, pas encore. Je voulais d'abord qu'il panique. Je voulais qu'il sente la terre trembler sous ses pieds sans savoir ce qui causait le séisme. Je voulais qu'il réalise qu'il n'était pas le roi du monde. Il n'était qu'un locataire. J'ai signé. Cordialement, Sterling Property Management au bureau de la PDG. J'ai vérifié l'heure. Il était 23h45 la veille de Noël. Mon père dormait probablement, gorgé de vin et de suffisance, rêvant de son héritage parfait. Marcus était probablement en train d'envoyer des SMS à ses amis pour leur dire comment il avait remis sa petite sœur à sa place. Ils étaient installés confortablement. Ils étaient en sécurité. J'ai déplacé la souris vers le bouton d'envoi. Ma main a hésité une seconde. J'ai pensé à la petite fille qui voulait juste que son père la regarde faire du vélo. J'ai pensé à l'adolescente qui voulait un mot d'encouragement pour ses bonnes notes. Je lui ai dit un adieu silencieux. Elle n'habitait plus ici. J'ai cliqué sur envoyer. L'email est parti d'un coup. J'ai fermé mon ordinateur. J'ai fini mon vin. La guerre avait commencé. Et pour la première fois de ma vie, j'avais les armes les plus puissantes. Je me suis levé et suis allé à la fenêtre, regardant la ville à mes pieds. Quelque part là-bas, dans l'obscurité, le téléphone de mon père a vibré avec une notification qu'il ne verrait pas avant le matin. Joyeux Noël, papa. Je me suis réveillé le matin de Noël dans le silence. Habituellement, le matin de Noël était synonyme de chaos. Cela signifiait se réveiller dans ma chambre d'enfant avec sa fenêtre laissant passer les courants d'air. Cela signifiait entendre ma mère crier sur mon père pour qu'il prépare le caméscope. Cela signifiait descendre les escaliers en courant pour regarder Marcus ouvrir des cadeaux qui coûtaient plus cher que mes frais de scolarité pendant que je déballais des choses pratiques comme des chaussettes ou un calendrier. Mais ce matin, il n'y avait pas de cri. Il n'y avait pas de sourire forcé. Je me suis réveillé dans mon lit king size, dans des draps en coton égyptien. Le seul bruit était le bourdonnement de la ville en contrebas et le ronronnement discret du chauffage. Je me suis étiré et j'ai regardé le plafond. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti cette vieille panique, l'impression d'être en retard, d'avoir fait quelque chose de mal, d'être sur le point d'être critiqué. Puis je me suis souvenu que je n'avais pas à aller là-bas. Je n'avais pas à m'asseoir sur le canapé inconfortable. Je n'avais pas à manger de la dinde sèche. J'étais libre. Je me suis retourné et j'ai regardé mon téléphone sur la table de chevet. Je l'avais mis en mode « ne pas déranger » avant de m'endormir. L'écran était saturé de notifications. 17 appels manqués, 22 SMS. La plupart venaient de ma mère, quelques-uns de Marcus et 7 de mon père. Je n'ai pas déverrouillé le téléphone. Je n'ai pas lu les messages. Pas encore. Je savais exactement ce qu'ils disaient. Ils n'appelaient pas pour s'excuser de m'avoir jeté dehors. Ils appelaient parce qu'ils avaient ouvert leur boîte de réception. Je suis sorti du lit et suis allé dans la cuisine. Je me suis fait une tasse de café, noir, fort, avec une machine qui coûtait $2000. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé la neige tomber sur la ville. C'était paisible. Mon programme pour la journée était simple. J'avais un petit déjeuner de travail avec des investisseurs à 10 heures. Cela peut sembler étrange de travailler le jour de Noël, mais dans mon monde, l'argent ne dort jamais. Je rencontrais un groupe de capital risque de Dubaï.
Ils étaient en ville pour les vacances et voulaient finaliser un accord sur un projet d'aménagement à usage mixte que je construisais dans le quartier des Arts. C'était un contrat de 15 millions de dollars. Je me suis douché et habillé. Je n'ai pas mis mes vêtements modestes que je portais chez mes parents. J'ai mis un tailleur pantalon bleu marine sur mesure. J'ai mis mes puces d'oreilles en diamant. J'ai mis ma Rolex. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me faisait face n'était pas Elisabeth l'échec. C'était Elisabeth la PDG. J'ai conduit l'Aston Martin jusqu'à l'hôtel où se tenait la réunion. Les rues étaient vides. Quand je suis entré dans la salle à manger privée, l'investisseur s'est levé. Mademoiselle Lawson, a dit le principal investisseur en me serrant la main. Merci de nous rencontrer un jour férié. Les opportunités sont les plus beaux cadeaux, ai-je dit avec un sourire. Nous sommes restés assis pendant 2 heures. Nous n'avons pas parlé de famille. Nous n'avons pas parlé de drame. Nous avons parlé de taux de capitalisation, de loi d'urbanisme et de retour sur investissement. J'étais dans mon élément. J'étais percutante. Je répondais à chaque question avant même qu'il n'ait fini de la poser. J'ai négocié fermement. Le temps que le café refroidisse, ils avaient signé les papiers. Je venais de conclure un accord de 15 millions de dollars tout en mangeant un croissant. En sortant de l'hôtel, j'ai senti une vibration dans ma poche. C'était encore mon téléphone. C'était Marcus. J'ai décidé de voir enfin l'étendue des dégâts. Je me suis assise dans ma voiture dans l'allée des voituriers et j'ai déverrouillé l'écran. Les SMS retraçaient chronologiquement la panique. 8 heures, maman, Elisabeth, où es-tu? Nous ouvrons les cadeaux. 8h30, maman, ton père est très contrarié que tu ne sois pas là pour t'excuser. 9h15, Marcus, papa vient de recevoir un email. C'est une blague? 9h20, Marcus, décroche, Lise. 9h30, papa, appelle-moi maintenant. 10h, papa, ce n'est pas drôle. Pour qui tu te prends? 11h, papa, Elisabeth, je te préviens. Règle ça. Je les ai lus lentement. Je pouvais entendre leur voix dans ma tête. Mon père n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. Il n'avait pas l'habitude des conséquences. Il pensait que le mail était une erreur, une farce ou un bug informatique. Il ne parvenait pas à assimiler l'idée qu'il était réellement expulsé. J'ai fait défiler l'écran jusqu'à la messagerie vocale. J'ai écouté le message le plus récent de mon père, Elisabeth, c'est ton père. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça s'arrête maintenant. J'ai reçu un email ridicule d'un système de gestion prétendant que notre bail est résilié. Il dit que nous avons 90 jours. Tu dois m'appeler et m'expliquer pourquoi tu as laissé ton adresse de spam faire ça. Sais-tu le stress que tu causes à ta mère? Appelle-moi immédiatement. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que j'avais envoyé un email indésirable. Il ne comprenait pas que c'était moi, la direction de l'immeuble. Il avait l'air en colère, mais sous la colère, j'entendais autre chose, de la peur. Lawson & Associates était installé au Sterling Center depuis 5 ans. Toute la notoriété de leur cabinet reposait sur cet emplacement. C'était prestigieux. C'était central. Déménager leur coûterait des centaines de milliers de dollars. Cela perturberait leur dossier. Cela les ferait paraître instables aux yeux de leurs clients. Il le savait, et il était terrifié. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'étais pas prête à lui donner la satisfaction d'une conversation. Pas encore. J'ai ouvert mon application de messagerie et j'ai écrit un unique SMS à mon père, félicitations pour l'avis de résiliation. Ce sont des choses qui arrivent. Joyeux Noël. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone, passé une vitesse, et j'ai roulé jusqu'au cinéma. J'ai acheté un grand seau de popcorn et j'ai regardé une comédie seule. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain de Noël est habituellement calme. Mais pour moi, ce fut le jour où la bombe a enfin explosé. J'étais dans mon bureau au Sterling Center, mon immeuble, dès 8 heures du matin. Mon bureau se trouve au dernier étage, la suite Penthouse. C'est 20 étages au-dessus du bureau de mon père. J'ai dit à mon assistante Sarah de me transférer directement tous les appels de Richard Lawson ou de Marcus Lawson. Tu es sûr? A demandé Sarah. Elle connaissait la situation.
Ils ont déjà appelé 10 fois sur la ligne principale. Je suis sûr, ai-je répondu. Laisse-les mariner encore 1 heure, puis transfère-les. J'ai passé la matinée à réviser le dossier. Je voulais être prête. J'avais le contrat de bail imprimé sur mon bureau. J'avais les photos des infractions liées au tabac. J'avais les rapports des plaintes pour nuisances sonores. À 9h30, le téléphone de mon bureau a sonné. Elisabeth, a dit Sarah. C'est lui. Ligne 1. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. C'était le moment. Le moment pour lequel je m'étais préparé toute ma vie. J'ai décroché le récepteur. Ici Sterling Property Management, bureau de la PDG, ai-je dit calmement. Elisabeth ? La voix de mon père a explosé à mon oreille. Il ne criait pas, il rugissait. Elisabeth, arrête ces bêtises tout de suite. As-tu la moindre idée de la matinée que je viens de passer ? J'essaie de joindre les propriétaires de cet immeuble depuis 24 heures et maintenant on me transfère vers toi. Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu travailles comme réceptionniste maintenant ? Il pensait que j'étais la secrétaire. Il pensait que je répondais au téléphone à la place du patron. Papa, ai-je dit, en gardant une voix basse et assurée. Je ne suis pas réceptionniste. Alors pourquoi réponds-tu au téléphone ? Passe-moi le PDG. J'ai besoin de parler à la personne responsable. Quelqu'un a envoyé un avis de résiliation à mon cabinet, et je vais les poursuivre en justice pour chaque centime qu'ils possèdent. Tu ne peux pas poursuivre ton propriétaire pour avoir fait appliquer le bail, papa, ai-je dit. Faire appliquer ? C'est une erreur. Nous sommes d'excellents locataires. Maintenant, passe-moi ton patron. Je n'ai pas le temps de bavarder avec toi. J'ai fermé les yeux. Même maintenant, même dans la détresse, il est resté condescendant. Il ne pouvait pas concevoir un monde où j'avais le pouvoir. Papa, ai-je dit clairement, tu t'adresses au patron. Il y eut un silence. Quoi ? J'ai dit, tu parles au patron. Je suis la PDG de Sterling Property Management. Ne me mens pas, Elisabeth. C'est pathétique. Je ne mens pas, Sterling Property Management est mon entreprise. Je l'ai fondée il y a 7 ans. Le Sterling Center est mon immeuble. Je l'ai acheté il y a 5 ans. Le silence à l'autre bout de la ligne s'est fait pesant. C'était le bruit d'une vision du monde qui volait en éclats. Toi. Tu possèdes l'immeuble, a-t-il murmuré. Oui, je possède l'immeuble. Je possède le parking souterrain. Je possède le terrain. J'ai été ton propriétaire pendant 5 ans, papa. Chaque chèque de loyer que tu signais me parvenait. Chaque demande de réparation que tu soumettais, mon équipe l'approuvait. C'est impossible, a-t-il balbutié. Tu es consultante. Tu conduis une Honda. Je conduis une Honda quand je vous rends visite parce que vous me traitez comme une moins que rien dès que je montre la moindre réussite, ai-je dit. Je ne voulais pas froisser ton ego, mais j'en ai fini de protéger ton ego, papa. Sa voix a changé. La colère s'est dissipée, remplacée par le choc. Si tu possèdes l'immeuble, alors tu peux arrêter ça. Tu peux annuler la vie. C'est juste un malentendu, n'est-ce pas ? Une querelle de famille. Ce n'est pas une querelle, ai-je dit. Ce sont les affaires. Tu es un mauvais locataire, papa. Un mauvais locataire. Je suis ton père. Et au dîner de Noël, tu m'as dit que j'étais une honte. Tu m'as dit de faire mes valises. Tu m'as jeté de chez toi. C'était sous le coup de l'émotion, a-t-il plaidé. Nous étions stressés. Marcus était. Écoute, nous ne le pensions pas, vous le pensiez, ai-je répliqué. Vous le pensez depuis 29 ans. Tu penses que je suis un échec. Tu penses que je ne suis rien. Alors, je traite cette affaire strictement comme une transaction commerciale. J'ai examiné ton dossier. Tu fumes dans les cages d'escalier. Marcus organise des fêtes qui dérangent les autres locataires. Vous payez systématiquement le loyer en retard. Vous avez enfreint le bail à 12 reprises. Elisabeth, s'il te plaît, a-t-il dit d'une toute petite voix. Déménager le cabinet, cela va nous achever. Nous perdons l'adresse. Nous perdons le prestige. Cela va coûter une fortune.
Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Tu l'as déjà fait à ta famille, ai-je répondu. Tu m'as mise à la porte. Maintenant, je te mets à la porte. Tu as 90 jours. Je te conseille de commencer à faire tes cartons. Les ascenseurs sont très occupés le matin, alors vous devriez peut-être planifier les déménageurs pour le week-end. Attends, a-t-il crié. Parlons. Viens dîner ce soir, où tu veux. C'est moi qui offre. On peut en discuter. Je suis occupé ce soir, ai-je dit. J'ai ma vie à remettre en ordre. N'est-ce pas ce que tu m'as dit de faire? Elisabeth, au revoir, papa. Si tu as des questions sur l'inventaire de départ, tu peux envoyer un email à mon assistante. J'ai raccroché. Je suis resté assise là, dans le silence de mon bureau. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de soulagement. Je l'avais fait. Je lui avais enfin dit la vérité. Et il n'avait pas été fier. Il n'avait pas été impressionné. Il avait eu peur. Il me voyait enfin. Il ne voyait plus une fille qu'il pouvait intimider. Il voyait une force de la nature qu'il ne pouvait pas contrôler. Les 90 jours suivants furent un lent accident de voiture pour ma famille. Dans le milieu de l'immobilier commercial, les nouvelles vont vite. Mais je suis resté professionnel. Je n'ai pas fait de ragot. Je ne me suis pas vanté. J'ai juste laissé les choses suivre leur cours. Mon père a tenté de se battre. Il a engagé un avocat, comble de l'ironie pour un avocat, pour contester la résiliation du bail. Son avocat a envoyé une lettre de menace à Sterling Property Management. Je l'ai transmise à mon équipe juridique. Mon équipe a répondu par un document de 300 pages contenant chaque photo, chaque horodatage et chaque email prouvant leurs infractions. Ils ont abandonné la contestation 3 jours plus tard. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. Les preuves étaient écrasantes. Ils ont donc dû déménager. Je ne suis pas descendu au 20e étage pour assister à la scène, mais mon gestionnaire d'immeuble me tenait au courant. C'est la panique, me disait-il. Monsieur Lawson hurle sur les déménageurs. Le fils, Marcus, jette des affaires dans des cartons. C'est un chaos total. Ils ne purent trouver aucun espace équivalent à celui du Sterling Center. Aucun autre immeuble de classe A n'avait de locaux aussi vastes de libres dans un délai si court, et même si c'eût été le cas, le bruit avait couru que Lawson & Associates étaient des locataires difficiles. Ils durent se rabattre sur autre chose. Ils louèrent un étage dans l'ancien bâtiment du textile, à la lisière de la ville. C'était un bâtiment de classe B. Les fenêtres y laissaient passer des courants d'air, les ascenseurs étaient lents et il n'y avait aucune vue. C'était un déclassement humiliant. Le coût fut astronomique. Ils durent payer les déménageurs d'urgence. Ils durent payer pour réimprimer de nouveaux papiers à en-tête, de nouvelles cartes de visite, de nouveaux documents marketing avec leur nouvelle adresse. Ils durent payer les frais de résiliation de bail de leurs équipements. En tout, cela leur a coûté près de 400 000 $, mais le coût réel fut celui de leur réputation. 2 de leurs plus gros clients les ont abandonnés. L'un était une banque qui n'appréciait pas l'instabilité d'un cabinet d'avocats expulsé de ses locaux. L'autre était une entreprise technologique qui a simplement dit, si vous ne pouvez pas gérer votre propre bail, comment pouvez-vous gérer nos litiges? Marcus m'a appelé environ un mois après le début de la procédure. J'ai décroché. Es-tu heureuse, a-t-il craché. Es-tu heureuse maintenant, espèce de psychopathe? Bonjour, Marcus, ai-je dit calmement. Tu as ruiné le cabinet de papa, a-t-il hurlé. Tu as tout ruiné. Sais-tu combien d'argent nous perdons? Sais-tu à quel point c'est embarrassant? J'ai dû expliquer au juge Henderson pourquoi nous déménagions dans le ghetto. Le bâtiment du textile est loin d'être le ghetto, Marcus, ai-je dit. C'est un quartier en plein essor. C'est un taudis, et c'est de ta faute. Ce n'est pas de ma faute, ai-je dit. Je n'ai pas fumé de cigare dans la cage d'escalier. Je n'ai pas organisé de soirée de confrérie le mardi soir. Je n'ai pas traité mon propriétaire d'échec au dîner de Noël. C'est une question de vengeance, a-t-il dit. Tu es juste jalouse. Tu as toujours été jalouse parce que papa m'aime plus que toi. C'est possible, ai-je dit, les mots ne me faisaient plus de mal. Mais en ce moment, je n'ai pas besoin de son amour. J'ai besoin de ses bureaux, et vous êtes dedans. Alors s'il te plaît, dépêche-toi de faire tes cartons.
Je te déteste, a-t-il dit comme un enfant. Je sais, ai-je répondu, mais le loyer de votre nouvel emplacement est dû le 1er du mois. Ne soyez pas en retard. J'ai raccroché. C'était étrange. Pendant des années, j'avais pensé que leur approbation était l'oxygène dont j'avais besoin pour respirer. Je pensais que s'ils me coupaient les ponts, je mourrais. Mais en les voyant se débattre, en les voyant faire face aux conséquences pour la première fois de leur vie, j'ai réalisé une chose, ils étaient faibles. Leur pouvoir n'était qu'une illusion. Il reposait sur l'intimidation et l'esbrouf. Dès que quelqu'un leur tenait tête, quelqu'un possédant un réel pouvoir, ils s'effondraient. Je n'étais plus la victime. J'étais l'architecte de ma propre vie. Et pour la première fois, j'étais aussi l'architecte de la leur. 6 mois passèrent. La poussière était retombée. Lawson & Associates fonctionnait désormais depuis leur nouveau bureau exigu. J'ai appris par des connaissances communes que mon père avait vieilli de 10 ans. Il était plus calme. Il ne se vantait plus autant au country club. Je ne leur avais pas parlé depuis l'expulsion. Puis vint la soirée du gala de charité de l'hôpital pour enfants. C'est le plus grand événement de la saison mondaine. Les billets coûtent $1000. Tout ce que la ville compte de personnalités y assiste, des juges, des politiciens, des PDG. Les années précédentes, je n'étais pas invité. Mes parents y allaient, Marcus y allait, et je restais à la maison. Cette année, je n'y assistais pas seulement, j'en étais un sponsor d'or. J'avais fait don de $50 000 pour la nouvelle aile pédiatrique. Mon nom, Elizabeth Lawson, était imprimé en lettres grasses sur le programme, juste à côté des présidents de banque et du maire. Je suis arrivé dans une limousine noire. Je portais une robe longue vert émeraude qui coûtait plus cher que ma première voiture. Mes cheveux étaient relevés en chignon. Je portais un collier de diamants et d'émeraude. J'ai foulé le tapis rouge. Les photographes faisaient crépiter leurs flashs. Mademoiselle Lawson, par ici. J'ai souri. J'en avais l'habitude maintenant. Je suis entré dans la salle de bal. Elle scintillait de lumière et de musique. J'ai pris une coupe de champagne et j'ai commencé à me mêler aux invités. Les gens s'approchaient pour me serrer la main. Elisabeth, ravi de te voir. Elisabeth, merci pour ton don. Elisabeth, j'adorerais discuter d'un projet avec toi. J'étais le centre de gravité de la pièce. C'est alors que je les ai vus. Mon père et ma mère se tenaient près du buffet. Ils avaient l'air fatigués. Le smoking de mon père flottait un peu, comme s'il avait perdu du poids. Ma mère semblait anxieuse, balayant la pièce du regard pour voir qui les observait. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. Ils regardaient le livret du programme. J'ai observé mon père ouvrir la page contenant la liste des donateurs. Je l'ai vu se figer. Il a pointé la page du doigt. Ma mère a regardé, portant sa main à sa bouche. Ils fixèrent le nom, Elizabeth Lawson. Puis ils ont levé les yeux. Ils ont cherché du regard dans toute la salle. Leurs yeux se sont fixés sur moi. Je n'ai pas détourné le regard. Je ne me suis pas dérobé. J'ai légèrement levé ma coupe pour porter un toast. Mon père a dit quelque chose à ma mère. Il a ajusté sa cravate. Il a pris une profonde inspiration et s'est dirigé vers moi. La foule s'est écartée sur son passage, non pas parce qu'il était important, mais parce qu'il ressemblait à un homme marchant vers l'échafaud. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi. Marcus n'était pas là, probablement trop honteux pour se montrer. Il n'y avait que mes parents. Elisabeth, a dit mon père. Sa voix était enrouée. Bonjour, papa. Maman, ai-je dit poliment. Nous avons vu ton nom dans le programme, a-t-il dit en faisant un geste vague. Sponsor d'or. C'est une contribution très importante. C'est pour une bonne cause, ai-je répondu. Il m'a regardé, m'a vraiment observé. Il a regardé ma robe, mes bijoux, l'assurance de ma posture. Il a regardé les gens autour de moi qui attendaient qu'il ait fini de parler pour pouvoir m'adresser la parole. Il a réalisé à ce moment-là qu'il s'était trompé sur toute la ligne. Il avait misé sur le mauvais enfant. Il avait jeté le diamant et gardé le caillou. Il luttait pour trouver ces mots, je ne savais pas, tu n'as pas demandé, ai-je simplement dit. J'avais tort, a-t-il chuchoté.
C'était la première fois de ma vie que je l'entendais l'admettre. J'avais tort à ton sujet, au sujet de ta carrière, surtout. Ma mère a fait un pas en avant, les larmes aux yeux. Elisabeth, tu nous manques. Noël. C'était une erreur. Nous étions simplement stressés. Est-ce qu'on ne peut pas laisser ça derrière nous? Nous sommes une famille. Une famille, ai-je répété. Ce mot avait un goût amer. Oui, a dit mon père, reprenant un peu d'espoir, une famille. Je suis fier de toi, Elisabeth. Regarde-toi. Tu as réussi. Tu es une Lawson. Nous devrions fêter cela ensemble. Pourquoi ne passerais-tu pas à la maison ce dimanche? Nous pourrions dîner. Repartir de zéro. Je l'ai regardé. J'ai vu son désespoir. Il voulait me revendiquer à nouveau. Il voulait s'associer à ma réussite maintenant que la sienne s'estompait. Il voulait être le père de la riche PDG, pas le père de l'échec. C'était tentant. La petite fille en moi hurlait, dis oui. Il est enfin fier. Mais je n'étais plus une petite fille. J'apprécie l'invitation, ai-je dit lentement. Mais je crains de ne pas pouvoir venir. Pourquoi donc, a-t-il demandé, blessé. Parce que j'ai réalisé une chose, ai-je dit. Tu es seulement fier de moi parce que j'ai de l'argent. Tu es seulement fier parce que j'ai du pouvoir. Si j'étais encore la fille dans la Honda, tu ne serais pas là devant moi. Tu ne serais pas en train de t'excuser. Ce n'est pas vrai, a sangloté ma mère. Si, c'est vrai, ai-je dit doucement. Et ce n'est pas grave, je l'accepte. Mais je n'ai pas à y participer. Elisabeth, s'il te plaît, a dit mon père. Pouvons-nous repartir à zéro? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Peut-être, ai-je dit, mais pas maintenant. Il t'a fallu 29 ans pour me voir, papa. Il me faudra peut-être un certain temps pour te faire confiance. Je comprends, a-t-il hoché la tête, vaincu. Passez une bonne soirée, ai-je dit. Le poulet est très bon. Je leur ai tourné le dos. Je me suis réinséré dans la foule de mes pères. Je ne me suis pas retourné. J'ai quitté le gala à minuit. Mon chauffeur m'a ramené à la Spear Tower. La ville était calme. Les lumières défilaient, floues, derrière la vitre. Je me sentais fatigué, mais c'était une bonne fatigue. C'était l'épuisement de quelqu'un qui avait porté un fardeau très lourd pendant longtemps et qui l'avait enfin posé au sol. Je suis monté dans le Penthouse. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis simplement allé à la fenêtre pour regarder la silhouette de la ville. D'ici, je pouvais voir le Sterling Center. Il se dressait, immense et sombre, sur le fond du ciel. Mon immeuble, mon héritage. Et quelque part au loin, je pouvais distinguer la forme floue du bâtiment du textile, où mon père était probablement assis dans son bureau exigu à chercher un moyen de sauver son cabinet. Je ne ressentais plus de colère. Je n'avais plus besoin de vengeance. Je ressentais simplement de la paix. Pendant si longtemps, je m'étais défini par le rejet. Je pensais être celle dont personne ne voulait. Je pensais être l'échec. Mais en regardant la ville que j'avais contribué à bâtir, j'ai compris la vérité. Le rejet avait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. S'il m'avait accepté, je serais devenue avocate. J'aurais travaillé dans son cabinet. J'aurais été malheureuse à essayer de rentrer dans un moule trop étroit pour moi. Parce qu'il m'avait ignoré, j'étais libre. Parce qu'il m'avait sous-estimé, je pouvais prendre des risques. Parce qu'il ne me surveillait pas, j'ai pu grandir sans limite. Je suis entré dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Je me suis assise sur mon canapé blanc. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de mon père, bonne nuit, Elisabeth. Tu étais magnifique ce soir. Je suis désolé. J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai réalisé que j'avais déjà gagné. Non pas parce que j'avais plus d'argent. Non pas parce que je les avais expulsés. Mais parce que je n'avais plus besoin d'eux pour me dire qui j'étais. J'étais Elisabeth Lawson. J'étais une PDG. J'étais une bâtisseuse. J'étais une survivante. Je me suis levé et me suis dirigé vers la chambre. Je suis passé devant un miroir dans le couloir.
Je me suis arrêté et je me suis regardé. J'ai vu les ridules autour de mes yeux, nés des nuits de travail tardives. J'ai vu la ligne de ma mâchoire, obstinée et forte. J'ai vu la femme qui avait bâti un empire à partir du silence. J'ai souri. Ils ont vu une déception parce que c'était l'histoire qu'ils voulaient voir, ai-je chuchoté à la pièce vide. Ils ont manqué l'empire parce qu'ils n'ont jamais pensé à regarder. J'ai éteint la lumière. Dehors, la ville continuait de briller. Et pour la première fois de ma vie, j'ai su que je brillais tout autant.